Bonjour. Aujourd'hui, le diable de Léon Tolstoï. Chapitre 1. Eugène Ivanovitch Irtenieff était appelé à une magnifique carrière. Tout l'y destinait. Il avait reçu une excellente éducation à la maison et fait de brillantes études juridiques à l'université de Pétersbourg. Grâce à son père, mort depuis peu, il disposait de grandes relations dans la plus haute société. Aussi, dès ses débuts dans l'administration, le ministre lui avait-il accordé son appui. De plus, il avait de la fortune, une grosse fortune même, bien que peu solide. Son père vivait tantôt à Pétersbourg, tantôt à l'étranger. Menant lui-même grand train, ainsi que sa femme, il versait une pension annuelle de 6 000 roubles à chacun de ses fils. Eugène et André, l'aîné, officier du régiment des chevaliers gardes. Le père ne demeurait dans sa propriété que 2 mois par an, en été, et ne s'occupait pas de ses terres, ayant pleine confiance en son intendant. Mais celui-ci, qui avait déjà fait sa pelote, ne s'en occupait pas non plus. Lorsqu'après la mort du père, les 2 fils voulurent opérer le partage, il se trouva que les dettes étaient si importantes que l'avocat leur conseilla de renoncer à l'héritage et de se contenter de la propriété de la grand-mère, évaluée à 100 000 roubles. Mais un voisin auquel le défunt avait signé une forte traite dit aux jeunes gens qu'en dépit des dettes, ils pouvaient arranger leurs affaires et sauver leur fortune. Il suffisait pour cela de vendre la forêt, quelques terres incultes, et de conserver la propriété la plus riche, celle de Semionovskoye, 4000 déciatines de terre noire, 200 déciatines de pré et une sucrerie, à condition seulement de s'y installer et de se consacrer entièrement à son exploitation. Étant venu au printemps se rendre compte sur les lieux de la situation, son père était mort pendant le carême, Eugène Irtenieff résolut de quitter le service, de s'installer avec sa mère à Semionovskoye et de s'occuper lui-même de l'exploitation de la propriété. Avec son frère, qui ne lui était d'ailleurs pas très proche, il s'arrangea de la façon suivante. André renonçait à sa part de l'héritage, en retour de quoi Eugène s'engageait à lui verser une pension annuelle de 4000 roubles ou une somme forfaitaire de 80 000 roubles. Ces arrangements pris, Eugène Ivanovitch s'installa avec sa mère dans la grande maison seigneuriale et se mit au travail avec ardeur mais aussi avec prudence. On croit généralement que les gens âgés sont d'ordinaire conservateurs, tandis que les jeunes sont partisans de la nouveauté. Or, ce n'est pas tout à fait exact. Les jeunes se montrent souvent conservateurs. Ils veulent vivre, mais ne savent pas comment il faut vivre et n'ont pas le temps d'y réfléchir. Aussi prennent-ils pour modèle l'existence de ceux qui les ont précédés. Ainsi fit Eugène Ivanovitch. Son rêve, son idéal, maintenant qu'il habitait à la campagne, était de ressusciter le genre de vie qu'avait établi non pas son père, celui-ci ne savait pas s'y prendre, mais son grand-père. En y apportant bien entendu les changements qu'exigeait l'époque, il s'efforçait donc de faire renaître dans la maison, dans la propriété, l'esprit qui y régnait du temps de son grand-père. Une vie large, l'ordre, l'abondance, mais cela nécessitait beaucoup de travail. Il fallait s'entendre avec les banques, avec les créanciers, pour cela vendre des terrains, obtenir des délais. Il fallait trouver de l'argent pour continuer l'exploitation des immenses champs de Semionovskoye et de la sucrerie. Il fallait maintenir en bon état la maison, le jardin. Il y avait énormément à faire, mais les forces d'Eugène Ivanovitch, physiques et morales, étaient grandes. À 26 ans, c'était un homme sanguin, robuste, avec des muscles qu'avait développés la gymnastique, avec des dents étincelantes, des cheveux peu abondants mais souples et bouclés, un teint coloré, des lèvres d'un rouge vif. Son seul défaut physique était la myopie et il devait porter un lorgnon qui marquait déjà d'un léger trait le haut de son nez aquilin. Voilà pour le physique. Quant au moral, plus on connaissait Eugène Ivanovitch, plus on l'aimait. Il avait toujours été le préféré de sa mère. Restée veuve, elle avait reporté sur lui toute sa tendresse et il était devenu le but même de sa vie. Ses camarades au collège, à l'université, l'aimaient tout particulièrement et l'avaient aussi en haute estime. Il agissait d'ailleurs de même sur tous ceux qui l'approchaient. On ne pouvait douter de sa parole. On ne pouvait pas admettre qu'avec ce visage honnête et ouvert, avec ses yeux surtout, il fût capable de mensonges, de tromperies. Toute sa personnalité en général lui facilitait la tâche qu'il s'était imposée. Tel créancier qui se serait montré intraitable avec un autre lui faisait confiance. Tel commis ou staroste ou paysan qui aurait commis une vilainie s'il avait eu affaire à quelqu'un d'autre, n'y songeait plus sous l'impression agréable que produisait cet homme bon et surtout franc. C'était la fin de mai, ayant réussi à grand-peine à faire lever l'hypothèque dont était grévée une de ses terres incultes, Irtenieff avait vendu cette terre à un marchand. Et ce même marchand lui avait prêté l'argent nécessaire au renouvellement de l'inventaire de la propriété,
c'est-à-dire à l'achat de chevaux, de bœufs, de chariots, ainsi qu'à la construction d'une ferme. Les choses commençaient à s'arranger. Le bois arrivait, les charpentiers s'étaient mis au travail, 80 chariots étaient déjà chargés de fumier. Tout cependant ne tenait encore qu'à un fil. Chapitre 2. Au milieu de ses soucis, il se produisit une chose, à vrai dire peu importante, mais qui néanmoins tourmentait Irtenieff. Il avait vécu jusque-là comme vivent tous les hommes jeunes, bien portants, célibataires. Il avait eu des rapports avec toutes sortes de femmes. Il n'était pas un débauché, mais il n'était pas non plus un moine, selon sa propre expression. Il n'agissait ainsi que pour autant que c'était indispensable à sa santé physique et à la liberté de son esprit, comme lui-même le disait. Cela avait commencé à 16 ans, et jusqu'ici tout s'était bien passé, en ce sens qu'il n'avait pas sombré dans la débauche, ne s'était engoué d'aucune femme et n'avait jamais été malade. Il avait eu à Pétersbourg une couturière. Celle-ci ayant mal tourné, il s'était arrangé autrement. Ce côté de son existence avait été si bien organisé qu'il ne le troublait guère. Mais il vivait à la campagne depuis près de 2 mois déjà, et il ne savait vraiment que faire. Cette continence involontaire commençait à mal agir sur lui. Allait-il être obligé de se rendre à la ville à cause de cela? Mais où et comment? Rien que cette idée troublait fort Eugène Ivanovitch. D'autre part, comme il était persuadé que cela lui était nécessaire, qu'il en avait besoin, ce besoin il l'éprouvait effectivement. Il ne se sentait plus libre et suivait involontairement du regard toutes les jeunes femmes. Il considérait qu'il eût été mal de sa part de se lier avec une femme mariée ou une fille de son village. Il savait par les récits que son père et son grand-père différaient complètement sous ce rapport des seigneurs de leur temps et s'interdisaient toute intrigue avec leurs serves. Il avait donc résolu de faire de même. Mais il se sentait de plus en plus lié, et puis il se représentait avec horreur ce qu'il risquait dans la petite ville voisine. Aussi, se disant qu'il ne s'agissait plus de serve à présent, il décida qu'il n'y avait pas lieu de chercher autre part ce qu'il pouvait trouver sur place. L'essentiel était que personne n'en sût rien. Ce n'était pas le goût de la débauche qui le poussait, se disait-il, mais le souci de sa santé. Cette décision prise, il se sentit encore plus inquiet. Quand il s'entretenait avec le starost, avec les paysans ou le menuisier, il mettait involontairement la conversation sur les femmes, et quand on parlait de femmes, il s'employait à faire durer la conversation. Et ses yeux épiaient de plus en plus les femmes. Chapitre 3. Mais décider est une chose, accomplir cette décision est autre chose. Il ne pouvait aborder lui-même une des femmes du village. Laquelle? Où? Il fallait avoir recours à l'entremise d'un tiers, mais à qui s'adresser? Ayant soif, il entra un jour pour boire dans la maisonnette d'un ancien garde-chasse de son père. Eugène Ivanovitch causa avec lui, et le garde-chasse se mit à lui raconter toutes sortes d'histoires sur les beuveries et les exploits des chasseurs. Irtenieff songea soudain que l'on pouvait fort bien arranger cela dans la forêt ou bien dans la maisonnette du garde. Mais comment? Et le vieux Danilo se chargera-t-il de la chose? Ma proposition lui fera peut-être horreur et je serai couvert de honte. Il se peut cependant qu'il consente très simplement, se disait Irtenieff en écoutant les récits de Danilo. Celui-ci racontait comment un soir, que l'on se trouvait à l'affût dans un champ éloigné du village, il avait amené une femme à un propriétaire des environs, Prianichnikov. Oui, ça ira, se dit Eugène Ivanovitch. Votre père, lui, que Dieu ait son âme, ne se souciait pas de ces bêtises, continua Danilo. Non, ça n'ira pas, songea Irtenieff, désireux pourtant de savoir à quoi s'en tenir, il dit. Comment pouvais-tu t'occuper d'aussi vilaine chose? Hé, quel mal y a-t-il à cela? Elle était contente, et Prianichnikov était content aussi, très content. Moi j'ai eu un rouble. Que voulez-vous qu'il fît, cet homme? Ce n'était pas un mort, il mangeait, il buvait. Oui, on peut lui parler franchement, se dit Irtenieff. Sais-tu, Danilo? Il se sentit devenir tout rouge. Sais-tu, je suis à bout de force. Danilo sourit. Je ne suis pas un moine tout de même, je suis habitué. Ce qu'il disait était stupide, il s'en rendait compte, mais il était heureux de voir que Danilo l'approuvait. Eh bien, vous auriez dû le dire depuis longtemps, on peut arranger ça, déclara Danilo. Dites seulement laquelle vous voulez. Vraiment, ça m'est égal, bien entendu, il faut qu'elle soit saine et pas laide. Compris, fit Danilo. Il réfléchit un instant. Ah, reprit-il, il y en a une, un régal. Eugène Ivanovitch rougit de nouveau. Un vrai régal, voyez-vous, on l'a marié en automne. Danilo baissa la voix. Et lui, il ne peut rien faire. Pour un amateur, ça n'a pas de prix. Le visage d'Irtenieff se crispa de honte. Non, non, interrompit-il, je n'ai pas besoin de tout ça. Au contraire, mais que signifie cette « au contraire » ?
Au contraire, ce qu'il me faut, c'est qu'elle soit bien portante et que je n'ai pas d'ennui. La femme d'un soldat, par exemple, ou quelque chose de ce genre. Je comprends. C'est Stepanida qu'il vous faudrait. Son mari travaille à la ville. Elle est gentille, propre, vous serez content. Je lui disais l'autre jour, viens donc, et elle... Alors quand? Demain, si vous voulez. Je passerai chez elle en allant acheter du tabac. Venez ici à midi. Ou bien derrière le potager. Il n'y aura personne. Tout le monde dort à cette heure. Parfait. Eugène Ivanovitch retourna chez lui profondément troublé. Comment cela se passerait-il? Une paysanne, qu'est-ce qu'une paysanne? Et si elle est laide, répugnante? Non, ce sont de belles femmes, se dit-il, songeant à celle qu'il suivait du regard. Mais que lui dirais-je? Comment m'y prendre? Il fut toute la journée comme perdu. Le lendemain, à midi, il se rendit à la maisonnette du garde. Danilo se tenait devant la porte. D'un air significatif, sans mot dire, il hocha la tête dans la direction de la forêt. Irteniev sentit tout son sang refluer vers son cœur. Il alla du côté du potager, personne. Il s'approcha du bain, personne. Il entra, ressortit, et soudain entendit une branche craquer. Il se retourna. Elle se tenait dans les buissons au-delà d'un petit ravin. Il se précipita vers elle à travers le ravin, n'ayant pas vu qu'il y avait des orties dans le ravin. Il se piqua, perdit son lorgnon et monta en courant la pente opposée. Vêtue d'une chemise blanche et d'une jupe brodée, la tête couverte d'un fichu rouge vif, les pieds nus, elle se tenait devant lui, fraîche, robuste, jolie, et souriait timidement. « Il y a un sentier, vous auriez pu faire le tour, dit-elle, nous sommes ici depuis longtemps. » Il s'approcha d'elle et ayant jeté un regard rapide autour de lui, il la toucha légèrement. Un quart d'heure plus tard, ils se quittèrent. Irteniev retrouva son lorgnon et passa chez Danilo. En réponse à la question de celui-ci, « Êtes-vous satisfait ?» il lui donna un rouble et rentra à la maison. Eugène Ivanovitch était satisfait. Il n'avait eu honte qu'au début, ensuite la honte s'était dissipée, tout était bien. Ce qui était bien surtout, c'est qu'il se sentait maintenant léger, calme, dispos. Quant à la femme, il n'avait même pas eu le loisir de l'examiner attentivement. Il se rappelait seulement qu'elle était propre, nette, pas laide et très simple. Comment s'appelle son mari, se demanda-t-il. Ah oui, Petchnikov. Mais quel Petchnikov? Ils sont deux. C'est la belle-fille du vieux Mikhaël, sans doute. Oui, certainement. Son fils travaille à Moscou. Je me renseignerai auprès de Danilo quand l'occasion s'en présentera. Ainsi prit fin cette incommodité si importante de la vie à la campagne, la continence involontaire. Eugène Ivanovitch avait retrouvé sa liberté d'esprit et pouvait s'adonner entièrement à ses affaires. Or, la tâche qu'avait entreprise Eugène Ivanovitch était difficile. Il lui semblait même parfois qu'il n'y résisterait pas, que pour finir on serait obligé de vendre la propriété. Tous ses efforts seront donc vains, et l'on dira qu'il n'a pu mener à bien ce qu'il avait entrepris. C'était cela qui l'inquiétait par-dessus tout. À peine avait-il tant bien que mal comblé un trou qu'un autre apparaissait, inattendu. Il découvrait sans cesse d'anciennes dettes de son père, ignorées de tous. Les dernières années, le vieil Irteniev empruntait évidemment à droite et à gauche. Lors du partage en mai, Eugène Ivanovitch croyait qu'il était au courant de tout. Mais au milieu de l'été, il reçut une lettre d'une veuve, une certaine Essipova, qui réclamait 12 000 roubles. Il ne s'agissait pas d'une traite, mais d'un simple reçu que l'on pouvait contester d'après l'avocat. Mais il ne venait même pas à l'esprit d'Eugène Ivanovitch de refuser de payer une dette réelle de son père, pour la seule raison que le document qui la certifiait fût contestable. Toute la question était de savoir s'il s'agissait d'une dette réelle. « Maman, connais-tu Kaleria Vladimirovna Essipova » demanda-t-il à sa mère lorsqu'ils se réunirent tous deux comme d'habitude à l'heure du dîner. « Essipova ? C'était la pupille de ton grand-père. Pourquoi me demandes-tu cela » Eugène Ivanovitch l'a mis au courant. « Je m'étonne vraiment. Comment n'a-t-elle pas honte? Ton père lui a déjà donné tant d'argent. » « Mais lui devons-nous ou non? Que te dirais-je? À proprement parler, ce n'est pas une dette. Ton père, dans son infinie bonté... Oui, mais père considérait-il que c'était une dette? Je ne puis pas te dire, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que tu as beaucoup de peine. Eugène Ivanovitch voyait que sa mère ne savait que dire et cherchait à connaître son sentiment à lui. « Je vois qu'il faut payer, dit-il. J'irai demain la trouver, je verrai s'il est possible d'obtenir un délai. »« Comme j'ai pitié de toi, mais il vaut mieux que tu y ailles. Dis-lui qu'elle doit attendre, approuva Marie Pavlovna, visiblement tranquillisée et fière de la décision de son fils. La situation d'Eugène Ivanovitch était d'autant plus difficile que sa mère ne la comprenait pas du tout. Elle avait mené toujours une existence si large qu'elle était incapable même de se figurer la situation où se trouvait son fils,
c'est-à-dire que ses affaires pouvaient tourner si mal d'un jour à l'autre qu'il ne lui resterait plus rien et qu'il serait obligé de vendre la propriété et n'aurait pour vivre et entretenir sa mère qu'un poste dans l'administration, qui lui donnerait tout au plus 2 000 roubles. Elle ne comprenait pas qu'il n'était possible d'en sortir qu'en réduisant toutes les dépenses. Elle ne pouvait donc comprendre pourquoi Eugène Ivanovitch faisait des économies sur tout, sur les jardiniers, les cochers, les domestiques, et même sur la table. De plus, comme la majorité des veuves, elle nourrissait pour la mémoire du défunt des sentiments de vénération très différents de l'attitude qu'elle avait eue à l'égard de son mari lorsqu'il était encore en vie. Elle ne voulait donc pas admettre que l'on pût modifier, améliorer ce qu'avait établi le défunt. Eugène Ivanovitch ne maintenait qu'au prix des plus grands efforts le jardin et les serres avec les 2 jardiniers, ainsi que les écuries et ses 2 cochers. Or, Marie Pavlovna se figurait naïvement que si elle ne se plaignait pas des repas que préparait le vieux cuisinier, si elle acceptait que les allées du parc ne fussent pas toujours parfaitement entretenues et se contentait d'un gamin au lieu de plusieurs valets, elle accomplissait tout ce que devait faire une mère qui se sacrifiait à son fils. Cette nouvelle dette, qui aux yeux d'Irtaniev portait le dernier coup à toutes ses entreprises, offrait simplement à Marie Pavlovna l'occasion d'admirer la noblesse d'âme d'Eugène Ivanovitch. D'ailleurs, la situation matérielle de son fils n'inquiétait pas outre mesure Marie Pavlovna, parce qu'elle était sûre qu'il ferait un brillant mariage qui arrangerait tout. Il pouvait en effet faire un magnifique mariage. Elle connaissait une dizaine de familles qui eussent été très heureuses de lui donner leur fille, et Marie Pavlovna aurait voulu que la chose se fît au plus vite. Chapitre 4. Eugène Ivanovitch songeait lui aussi au mariage, mais tout autrement que sa mère. L'idée de considérer le mariage comme un moyen d'arranger ses affaires lui répugnait. Il voulait se marier honnêtement par amour. Il observait les jeunes filles qu'il rencontrait et qu'il connaissait, et il se voyait en imagination à côté de l'une ou de l'autre, mais cela n'allait pas. Cependant, il ne s'y était pas attendu, ses relations avec Stepanida continuaient et elles acquéraient un caractère stable, régulier. Eugène Ivanovitch était si peu un débauché, cette chose secrète, et, il le sentait mauvaise, lui était si pénible qu'il n'avait pris aucune mesure pour l'avenir. Après le premier rendez-vous avec Stepanida, il espérait ne plus jamais la revoir. Mais au bout d'un certain temps, il éprouva de nouveau un trouble qu'il attribua au même besoin. Et ce trouble maintenant n'était plus vague. Il suscitait des images précises. Eugène Ivanovitch voyait ces mêmes yeux noirs brillants, il entendait cette même voix de poitrine, il percevait cette même odeur fraîche et saine, il se souvenait de cette haute gorge qui soulevait la chemise. Et tout cela, il l'évoquait au milieu des mêmes noisetiers inondés d'une lumière éclatante. Si honteux qu'il fût, il s'adressa de nouveau à Danilo. Et l'entrevue eut encore lieu à midi dans la forêt. Cette fois, Eugène Ivanovitch regarda la femme plus attentivement, et tout lui plut en elle. Il essaya de causer avec elle, lui parla de son mari. C'était en effet le fils de Mikhaïl Petchnikov, et il était cocher à Moscou. Mais alors, comment est-ce que tu... Il aurait voulu lui demander pourquoi elle trompait son mari. Eh bien quoi? Elle était évidemment intelligente et fine. Comment est-ce que tu consens à venir ici, à me retrouver? Pourquoi pas, fit-elle gaiement. Lui, là-bas, il s'amuse, je pense. Je peux bien en faire autant. Elle fanfaronnait visiblement et prenait un air désinvolte. Et cela aussi plaisait à Eugène Ivanovitch. Cependant, il ne lui fixa pas un nouveau rendez-vous. Et lorsqu'elle lui proposa de se revoir en dehors de Danilo, auquel elle paraissait marquer une certaine hostilité, il refusa. Il espérait que cette entrevue serait la dernière. Elle lui plaisait, il pensait que ses relations lui étaient indispensables et qu'elle n'avait rien de répréhensible, mais au fond de son âme se tenait un juge plus sévère qui n'approuvait pas cette chose et conservait l'espoir qu'elle ne se reproduirait plus. Et s'il se rendait compte de la fragilité de cet espoir, il se refusait en tout cas à participer à la chose et à la préparer d'avance. Au cours de l'été, ils se rencontrèrent encore une dizaine de fois, et toujours par l'entremise de Danilo. Un jour, elle ne put venir, son mari étant arrivé de la ville. Danilo proposa d'amener une autre femme, mais Eugène Ivanovitch refusa avec dégoût. Ensuite, le mari repartit pour la ville et les rendez-vous reprirent comme par le passé, et Eugène Ivanovitch finit par les fixer lui-même, sans passer par Danilo. Stepanida y venait avec une amie, Prokhorova, car il n'était pas convenable pour une femme mariée de se promener seule. Un jour, à l'heure même où ils devaient se rencontrer, Marie Pavlovna reçut la visite d'une dame et de sa fille, sur laquelle elle avait jeté son dévolu. Eugène Ivanovitch ne put quitter la maison. Dès qu'il fut libre, il sortit, faisant mine de se diriger vers les granges, mais il prit ensuite un sentier qui le conduisit dans la forêt, à l'endroit de leurs entrevues habituelles. Stepanida n'y était pas, mais tout ce qui avait pu atteindre sa main était cassé, noisetiers, merisiers,
et même un jeune érable de la grosseur d'un pieu. Elle avait attendu, mécontente, inquiète, et elle lui avait laissé ses débris en souvenir. Il resta là un moment, puis alla trouver Danilo et lui demanda de la faire venir le lendemain. Elle vint et se montra telle qu'elle était toujours. L'été passa, leurs entrevues avaient toujours lieu dans la forêt. Une fois seulement, tout à la fin de l'été, ils se rencontrèrent dans une remise. Il ne venait même pas à l'esprit d'Eugène Ivanovitch que ces relations puissent avoir une importance quelconque pour lui. Quant à elle, elle n'y pensait pas du tout. Il lui donnait de l'argent et cela suffisait. Il ignorait, il ne se doutait même pas que tout le village était déjà au courant et enviait Stepanida, que la famille de Stepanida prenait l'argent qu'elle rapportait à la maison et l'encourageait, que sous l'action de l'argent et des louanges de sa famille, Stepanida perdait toute notion du mal. Puisque les gens l'enviaient, se disait-elle, ce qu'elle faisait était bien. Tout simplement, cela est nécessaire à ma santé, se disait Eugène Ivanovitch. C'est mal, je l'admets, et bien que personne n'en parle, beaucoup sont au courant. La femme qui l'accompagne sait tout, et le sachant, elle l'a sans doute raconté aux autres. Mais que faire? J'agis mal, songeait Eugène Ivanovitch, mais ce sera bientôt fini. C'était le mari surtout qui troublait Eugène Ivanovitch. Au début, il se figurait, on ne sait pourquoi, que le mari de Stepanida devait être minable, et il y trouvait une sorte de justification. Mais lorsqu'il le vit, il constata avec surprise que c'était un beau gars. Ce mari n'était pas moins bien qu'Eugène Ivanovitch. Il était mieux, certainement. Lorsqu'ensuite Eugène Ivanovitch retrouva Stepanida, il lui dit qu'il avait vu son mari et admiré sa belle prestance. « Oui, il n'y en a pas un comme lui dans tout le village, répondit-elle fièrement. Il en fut surpris. Depuis, la pensée de ce mari ne cessa de le tourmenter. Comme il causait un jour avec Danilo, celui-ci lui dit sans se gêner. « L'autre jour, Mikhaël m'a demandé « Est-ce vrai que ma femme vit avec le maître ?» « Je ne sais, lui ai-je répondu. En tout cas, mieux vaut vivre avec le maître qu'avec un paysan. » « Et alors, que t'a-t-il dit ?»« Je me renseignerai, a-t-il dit. Qu'elle se tienne bien alors, je lui passerai quelque chose. Si le mari revient définitivement au village, songeait Eugène Ivanovitch, je romprai. Mais le mari demeurait en ville et leur relation continuait. Quand cela sera nécessaire, je romprai, et il ne restera plus rien de tout ça, se disait Eugène Ivanovitch. Cela lui paraissait évident, d'autant plus que tout au long de l'été, il eut à s'occuper de bien des choses. C'était la construction de la nouvelle ferme, la rentrée des récoltes, le règlement des dettes, la vente des terrains incultes. Toutes ces choses absorbaient son esprit. Il y pensait en se couchant et en se levant. C'était la vraie vie. Les relations avec Stepanida, il ne les appelait même pas une liaison, n'avaient aucune importance. Cependant, lorsque s'élevait en lui le désir de la voir, il l'envahissait avec une telle force qu'il ne pouvait penser à rien d'autre. Mais cela ne durait pas longtemps. Il retrouvait Stepanida, puis n'y songeait plus pendant des semaines, un mois parfois. En automne, il dut se rendre à plusieurs reprises à la ville, et il y fit la connaissance des Anenski. Ceux-ci avaient une fille qui venait de sortir du pensionnat. C'est alors que se produisit ce que craignait tant Marie Pavlovna. Son fils, comme elle dit, s'estima à trop bas prix. Il devint amoureux de Lise et la demanda en mariage. Chapitre 5. Pourquoi Eugène Ivanovitch choisit-il Lise Anenski ? On ne peut l'expliquer, de même que l'on ne peut jamais expliquer pourquoi un homme choisit précisément cette femme et non une autre. Les raisons de ce choix étaient multiples, aussi bien positives que négatives. Tout d'abord, elle n'était pas très riche, comme ces jeunes filles que lui proposait Marie Pavlovna. Ensuite, elle avait à l'égard de sa mère une attitude à la fois naïve et pitoyable. Et puis, elle n'était pas une de ces beautés qui attirent l'attention de tous, mais elle n'était pas laide. Le principal, c'est que Eugène Ivanovitch l'a connue à une époque où il était mûr pour le mariage. Il tomba amoureux d'elle parce qu'il savait qu'il allait se marier. Au début, Lise plut tout simplement à Eugène Ivanovitch, mais quand il décida qu'elle serait sa femme, il eut pour elle un sentiment beaucoup plus fort. Il sentit qu'il était amoureux. Lise était grande, mince, longue. Tout était long chez elle, son visage, son nez. Il n'avançait pas mais descendait bas, les doigts, les pieds. Son teint était délicat, d'un blanc un peu jaunâtre, les joues d'un rose tendre. Et longs aussi étaient ses beaux cheveux blonds, légers, bouclés. Elle avait des yeux clairs, doux, confiants. Ses yeux frappèrent tout particulièrement Eugène Ivanovitch. Et quand il pensait à Lise, il voyait toujours devant lui ses yeux clairs, doux, confiants. Telle elle était au physique. Quant au moral, Irteniev n'en savait rien. Il ne voyait que ses yeux. Et ses yeux lui disaient, lui semblait-il, tout ce qu'il devait savoir. Or voici ce que signifiait le regard de ses yeux. Encore au pensionnat, dès l'âge de 15 ans, Lise était amoureuse de tous les hommes plus ou moins attrayants,
et elle ne se montrait heureuse et animée que lorsqu'elle était amoureuse. Sortie de l'école, elle s'amourachait de même de tous les jeunes gens qu'elle rencontrait. Et bien entendu, aussitôt qu'elle fit la connaissance d'Eugène Ivanovitch, elle en tomba amoureuse. C'était précisément cette continuelle exaltation qui conférait à son regard l'expression particulière qu'admirait Eugène Ivanovitch. Cet hiver, elle avait déjà été amoureuse de 2 jeunes gens à la fois, et elle se troublait et rougissait non seulement à leur vue, mais lors même que l'on prononçait simplement leur nom. Cependant, quand sa mère lui fit comprendre qu'Irteniev semblait avoir des vues sérieuses sur elle, l'attrait d'Irteniev la rendit presque indifférente à l'égard des 2 jeunes gens. Et quand Irteniev se mit à fréquenter la maison et à danser avec elle au bal, aux réunions, plus souvent qu'avec les autres, cherchant visiblement à se rendre compte de ses sentiments, alors sa passion pour Irteniev devint presque maladive. Elle le voyait la nuit en rêve et le jour dans l'obscurité, et plus personne n'existait pour elle. Et quand il fit sa demande et qu'on les bénit, quand ils s'embrassèrent et furent fiancés, alors elle n'eut plus d'autre pensée, d'autre désir que d'être avec lui, de l'aimer et d'être aimée de lui. Elle était fière de lui, elle s'attendrissait sur lui, et sur elle-même et leur amour. Elle fondait, elle se pâmait d'amour. Mieux il la connaissait, plus il l'aimait. Il ne s'attendait pas à rencontrer un tel amour, et cet amour renforçait son propre sentiment. Avant le printemps, il rentra à Semionovskoye pour prendre certaines dispositions concernant la propriété et surtout la maison où l'on se préparait à recevoir les nouveaux mariés. Marie Pavlovna n'était pas contente du choix de son fils. Non seulement parce que ce mariage lui paraissait moins brillant qu'il aurait pu être, mais aussi parce que Varvara Alexeyevna, la future belle-mère de son fils, ne lui plaisait guère. Elle ne savait pas si elle était bonne ou méchante, elle n'avait pas encore pris de décision à ce sujet, mais que Varvara Alexeyevna n'était pas une femme comme il faut, une lady, comme s'exprimait Marie Pavlovna, cela elle le vit dès leur première rencontre et en fut peinée. Elle en était peinée parce qu'elle attachait par habitude une grande importance à ce comme il faut et savait qu'Eugène Ivanovitch y était très sensible. Elle prévoyait de ce fait beaucoup d'ennuis pour son fils, mais la jeune fille lui plaisait. Elle lui plaisait principalement parce qu'elle plaisait à Eugène Ivanovitch. Elle devait l'aimer, et Marie Pavlovna était prête à l'aimer, et cela très sincèrement. Eugène Ivanovitch trouva sa mère joyeuse, satisfaite. Elle arrangeait la maison et se préparait à partir aussitôt que son fils amènerait sa jeune femme. Eugène Ivanovitch insistait pour qu'elle demeurât avec eux et la question resta posée. Le soir, après le thé, selon son habitude, Marie Pavlovna faisait une patience. Son fils, à côté, lui donnait des conseils. C'était le moment de leur conversation intime. Ayant terminé une patience, avant d'en commencer une autre, Marie Pavlovna regarda son fils et lui dit non sans quelque hésitation. « Je voulais te parler, Genia. Bien entendu, je ne suis pas au courant, mais avant ton mariage, il faut absolument que tu liquides toutes tes histoires de célibataire, pour que rien plus tard ne vienne te troubler, surtout ta femme. Tu me comprends, n'est-ce pas ?» Effectivement, Eugène Ivanovitch comprit aussitôt qu'elle faisait allusion à ses rapports avec Stepanida, qui avait cessé depuis l'automne. Comme toutes les femmes solitaires, elle prêtait à ces rapports beaucoup plus d'importance qu'il n'en avait en réalité. Il rougit, non pas tant de honte que d'agacement. La bonne Marie Pavlovna se mêlait, avec les meilleures intentions sans doute, de ce qui ne la regardait pas et de ce qu'elle ne comprenait pas et ne pouvait comprendre. Il répondit qu'il n'y avait rien dans son existence qui lui a dissimulé et qu'il s'était toujours conduit de façon précisément que rien ne put empêcher son mariage. « C'est parfait, mon ami. J'espère que je ne t'ai pas offensé, dit Marie Pavlovna toute confuse. Mais il voyait qu'elle n'avait pas fini, qu'elle n'avait pas dit ce qu'elle voulait lui dire. Et en effet, peu après, elle raconta qu'en l'absence de son fils, les Petchnikov lui avaient demandé d'être la marraine de leur nouveau-né. Cette fois, Eugène Ivanovitch rougit non de honte ou d'agacement, mais parce qu'il eut soudain le sentiment étrange de l'importance des paroles qui allaient suivre, sentiment involontaire, en contradiction avec ses propres raisonnements. Et il arriva ce qu'il attendait. Comme si elle n'avait d'autre but que de le distraire, Marie Pavlovna raconta qu'il ne naissait presque exclusivement que des garçons cette année, et que c'était là le signe d'une guerre prochaine. Les Vassine avaient un garçon, et aussi les Petchnikov, dont c'était le premier enfant. Marie Pavlovna aurait voulu raconter ces choses sans s'y appesantir, comme en passant, mais quand elle vit son fils rougir, enlever et remettre nerveusement son lorgnon, allumer en hâte une cigarette, elle rougit elle aussi et se tut. Il se tut également, cherchant en vain ce qu'il pourrait dire pour rompre ce silence. Tous deux donc comprirent qu'ils se comprenaient. Oui, l'important au village, c'est de se montrer égal pour tous. Il ne faut pas qu'il y ait des favoris, comme chez ton oncle. « Maman, dit soudain Eugène Ivanovitch, je sais pourquoi vous parlez ainsi. Vous avez tort de vous inquiéter.
Ma future vie de famille est sacrée pour moi, et je ne ferai jamais rien qui puisse la ternir. Ce qui s'est passé dans mon existence de célibataire est fini et bien fini. Je n'ai jamais eu aucune liaison et personne n'a aucun droit sur moi. J'en suis très heureuse, déclara Marie Pavlovna. Je connais tes nobles sentiments. Eugène Ivanovitch accepta ces paroles comme un juste tribut et la conversation en resta là. Le lendemain matin, il partit pour la ville. Il pensait à sa fiancée, il pensait à bien des choses, sauf à Stepanida. Mais comme par un fait exprès, en s'approchant de l'église, il rencontra des gens qui en revenaient, à pied ou en voiture. Il croisa le vieux Mathieu et son fils Simon, des enfants, des jeunes filles. Et voici deux femmes, l'une est âgée, l'autre élégante, a un fichu rouge vif et présente un visage familier. Elle marche d'un pas léger, alerte, et tient un enfant dans ses bras. La plus âgée salue à l'ancienne façon en s'arrêtant. L'autre, avec l'enfant, se contente d'incliner la tête, et sous le fichu brillent les yeux gais, souriants qu'il connaît si bien. Oui, c'est elle, mais tout est fini, et inutile de la regarder. L'enfant est de moi peut-être, se dit-il. Non, quelle bêtise. Le mari est rentré, elle a vécu avec lui. Il ne voulut même pas calculer les dates. C'était pour la santé, il payait, et voilà tout. Il n'y a aucun lien entre elle et lui, et il n'y en a jamais eu, et il ne peut y en avoir. Il ne doit pas y en avoir. Il n'essaya même pas de couvrir la voix de sa conscience, tout simplement sa conscience ne lui dit rien. Et pas une fois il ne se souvint de Stepanida après sa conversation avec Marie Pavlovna, et il ne la revit plus après cette rencontre. Le mariage eut lieu à la ville au début du printemps. Immédiatement après, Eugène Ivanovitch et sa jeune femme partirent pour la campagne. La maison était prête à les recevoir. Marie Pavlovna voulait les quitter, mais son fils et surtout sa belle-fille insistèrent pour qu'elle demeurât avec eux et qu'elle s'installât dans une aile de la maison. Une nouvelle vie commença pour Eugène Ivanovitch. Chapitre 6. La première année fut très dure pour Eugène Ivanovitch. Toutes les affaires qu'il avait remises à plus tard pendant ses fiançailles l'assaillirent à la fois après son mariage. Il se trouva que l'on pouvait liquider toutes les dettes. Les plus criardes furent couvertes grâce à la vente de la forêt, mais il en restait encore d'autres et l'argent manquait. La propriété rapporta gros, cependant il fallut envoyer une certaine somme aux frères. D'autre part, la noce avait nécessité des dépenses. L'argent manquait, la sucrerie ne pouvait marcher, et Eugène Ivanovitch fut obligé de la fermer. Il n'y avait qu'un moyen de sortir de toutes ces difficultés, utiliser la dot de Lise. Celle-ci l'exigea lorsqu'elle comprit la situation de son mari. Eugène Ivanovitch consentit, à la condition seulement que la moitié de la propriété fût inscrite au nom de sa femme. Ainsi fit-il, non pour sa femme qui s'en montrait offensée, mais pour sa belle-mère. Mais les jeunes époux eurent d'autres soucis encore pendant cette première année, soucis causés par l'état de santé de Lise. 7 mois après le mariage, en automne, Lise eut un accident. Elle venait en char-à-banc à la rencontre de son mari qui rentrait de la ville. Le cheval, très doux pourtant, fit mine de s'emballer. Elle eut peur et sauta à terre. Elle sauta heureusement en somme, car elle aurait pu tomber sous les roues. Mais elle était enceinte. La nuit même, elle fut prise de douleur. Elle fit une fausse couche et ne se rétablit que très lentement. La perte de l'enfant attendu, la maladie de Lise et le désordre que cette maladie introduisait dans l'existence, la présence surtout de Varvara Alexeyevna qui arriva dès qu'elle eut appris la maladie de sa fille, tout concourut à rendre cette première année extrêmement pénible. Et cependant, vers la fin de cette première année, Eugène Ivanovitch se sentait fort bien. Tout d'abord, le but qu'il s'était proposé, reconstituer la fortune de la famille, rétablir dans de nouvelles formes la large existence d'autrefois, ce but se réalisait bien que lentement et difficilement. Il n'était plus question maintenant de vendre la propriété pour dette. Transcrite en partie au nom de Lise, la propriété était sauvée. Si la récolte de betteraves se présentait bien, si les prix se maintenaient, alors les difficultés et la gêne feraient place l'année suivante à une large aisance. Ensuite, bien que Eugène Ivanovitch eût fondé de grands espoirs sur sa femme, ce qu'il découvrit en elle le surprit. Ce n'était pas ce qu'il avait attendu d'elle, c'était infiniment mieux. Les attendrissements et les extases des amoureux ne leur réussirent pas ou peu, et cependant Eugène Ivanovitch y avait mis beaucoup de bonne volonté. Mais la vie était devenue plus gaie, plus légère, plus facile. Irtenieff ne savait pas à quoi cela tenait, mais c'était ainsi. Or, cela tenait à ce que Lise avait décidé une fois pour toutes que son mari était un homme unique, qu'il était plus intelligent, plus pur, plus noble que quiconque. Par conséquent, tous devaient le servir et lui être agréables. Comme il était cependant impossible de forcer tout le monde à agir de la sorte, c'était à elle de se dévouer dans la mesure de ses moyens. Et c'est ce qu'elle fit.
Toutes les forces de son esprit étaient tendues vers un seul but, savoir deviner ce qu'il aimait et puis agir en conséquence, si difficile que cela fût. Son amour pour Irtenieff lui conférait cette clairvoyance qui constitue le principal attrait de nos rapports avec la femme aimante. Elle percevait, bien mieux que lui-même, se disait-il parfois, les moindres changements d'humeur de son mari, la moindre nuance de sentiment et s'y adaptait. De la sorte, jamais elle ne le heurtait, mais modérait les sentiments douloureux et renforçait au contraire les mouvements de joie. Elle comprenait non seulement ses émotions, mais aussi ses pensées. Elle saisissait immédiatement les questions qui lui étaient les plus étrangères, touchant l'économie rurale, la marche de la sucrerie, et pouvait non seulement en causer avec Irtenieff, mais aussi lui donner des conseils fort utiles, ainsi qu'il en convenait volontiers lui-même. Elle ne voyait les choses, les êtres, tout au monde qu'avec ses yeux à lui. Elle aimait sa mère, mais ayant remarqué que les tentatives de celle-ci pour intervenir dans la vie des jeunes époux agaçaient Eugène Ivanovitch, Lise prit aussitôt le parti de son mari, et cela avec une telle décision que Eugène Ivanovitch dut quelque peu la modérer. De plus, Lise avait énormément de goût, de tact, et surtout il y avait autour d'elle une atmosphère de calme, de silence. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait sans qu'on le remarquât. On ne remarquait que les résultats de son activité, c'est-à-dire la propreté, l'ordre, l'élégance, en tout et partout. Lise comprit immédiatement en quoi consistait l'idéal de vie de son mari et s'efforçait de l'atteindre. Et elle parvenait à ce que l'ordonnance de la maison fût telle qu'il la désirait. Il ne leur manquait que des enfants, mais ils gardaient l'espoir d'en avoir. L'hiver venu, ils se rendirent à Pétersbourg et consultèrent une gynécologue qui leur assura que Lise était bien portante et pouvait avoir des enfants. Leur espoir se réalisa. À la fin de l'année, elle se trouva de nouveau enceinte. Une seule chose menaçait leur bonheur, la jalousie de Lise, une jalousie qu'elle ne montrait pas, mais qui souvent la faisait souffrir. Non seulement Eugène Ivanovitch ne pouvait aimer aucune femme, parce qu'il n'existait pas de femme qui fût digne de lui. Elle ne se demandait jamais si elle-même en était digne, mais aucune femme ne pouvait se permettre de l'aimer. Chapitre 7. Leur journée s'écoulait ainsi. Il se levait tôt, selon son habitude, et se rendait à la sucrerie où le travail avait repris, ou bien au champ. À 10 heures, il rentrait et prenait le café sur la terrasse avec Lise, Marie Pavlovna et un oncle qui demeurait chez eux. Après le déjeuner, suivi de conversations souvent fort animées, on se préparait jusqu'au dîner. Le dîner avait lieu à 2 heures. Ensuite, on faisait une promenade, à pied ou en voiture. Le soir, quand Irtenieff rentrait du bureau, on prenait le thé, puis il lui arrivait de lire à haute voix, tandis que Lise cousait ou brodait, ou bien on faisait de la musique, on causait quand il y avait des visites. Lorsqu'il allait en ville pour ses affaires, il s'écrivait tous les jours. Parfois elle l'accompagnait, c'était particulièrement amusant. Quand elle ou lui célébraient leur fête, il recevait des amis, et il était heureux de voir qu'elle s'arrangeait toujours, de façon que tout le monde se sentît bien, à son aise. Il voyait et il entendait que l'on admirait la jeune et charmante maîtresse de maison, et il l'aimait encore davantage à cause de cela. Tout allait très bien. Lise supportait facilement sa grossesse, et tous deux, bien que timidement encore, parlaient déjà de la façon dont ils élèveraient leur futur enfant. C'était Eugène Ivanovitch qui décidait. Lise ne songeait qu'à suivre ses désirs. Or il avait lu nombre de livres de médecine et prétendait élever l'enfant selon toutes les règles de la science. Elle y consentait, bien entendu, et cousait des langes, préparait le berceau. L'hiver s'écoula dans ses occupations et le printemps arriva. Chapitre 8. Parvenue au 5e mois de sa grossesse, Lise prenait soin de sa santé, mais elle était active et gaie. Sa mère et celle d'Irtenieff vivaient avec eux et, sous prétexte de veiller sur elle, ne cessaient d'échanger des pointes qui agaçaient la jeune femme. Eugène Ivanovitch était plongé dans ses occupations et s'adonnait avec ardeur à la culture de la betterave. C'était la veille de la Trinité. Lise résolut de procéder à un grand nettoyage de la maison, ce qui n'avait plus été fait depuis la Semaine Sainte. Elle fit appeler 2 femmes du village pour laver les planchers, les fenêtres, battre les tapis et poser les housses sur les meubles. Les femmes arrivèrent dès le matin, firent chauffer 2 baquets d'eau et se mirent à la besogne. L'une de ces femmes était Stepanida, qui venait de sevrer son petit garçon. Elle s'était offerte à laver les planchers par l'entremise du commis, car elle désirait voir de près la jeune femme du maître. En l'absence de son mari, Stepanida continuait à s'amuser. Autrefois, c'était avec le vieux Danilo qu'il avait pris en flagrant délit un jour qu'elle volait du bois, puis avec Irtenieff. Maintenant, c'était avec le jeune commis. Elle ne songeait nullement à Irtenieff, il a sa femme, se disait-elle. Mais Stepanida était curieuse de la voir, ainsi que la maison dont on vantait la beauté. Depuis le jour où il l'avait rencontrée avec l'enfant, Eugène Ivanovitch n'avait plus vu Stepanida. Ayant un enfant, elle ne travaillait pas dans les champs à la journée,
et lui ne passait que très rarement par le village. Ce matin-là, Eugène Ivanovitch s'était levé tôt à 5 heures pour se rendre à un champ que l'on se préparait à fumer avec des phosphorites. Il avait quitté la maison alors que les deux femmes chauffaient leur eau. Il rentrait maintenant déjeuner, satisfait et affamé. Il descendit de cheval à la poterne, confia sa monture à un jardinier qui passait par là, et se dirigea vers la maison en fouettant de sa cravache les hautes herbes et en répétant machinalement une phrase qu'il avait dite tantôt, comme cela arrive souvent. « Les phosphorites justifieront ». De quoi s'agissait-il? Il ne s'en souvenait pas et n'y pensait guère. On battait un tapis dans la cour et l'on avait sorti les meubles. Mon Dieu, Lise a entrepris un grand nettoyage. Les phosphorites justifieront. Quelle maîtresse de maison, oui, remarquable, se dit-il. Et il se représenta nettement Lise en robe de chambre blanche, le visage rayonnant de joie, comme presque chaque fois qu'il la regardait. Oui, il faut absolument que je change de bottes, sinon les phosphorites justifieront. Sinon je sentirai le fumier, et Lise est dans cette position. Pourquoi est-elle dans cette position? Ah oui, parce qu'un petit Irteniev pousse en elle. Les phosphorites justifieront. Tout en souriant à ses pensées, il posa la main sur la poignée de la porte de sa chambre. Mais à peine l'eut-il touchée que la porte s'ouvrit d'elle-même. Irteniev se trouva nez à nez avec une femme qui venait à sa rencontre, un seau à la main, nu-pieds, les jupes retroussées, les manches relevées. Il s'écarta pour la laisser passer. Elle s'écarta aussi en remontant du dos de sa main mouillée le fichu qui glissait sur son front. « Passe, passe, je n'entrerai pas puisque... » commença Eugène Ivanovitch, et soudain il la reconnut et s'arrêta court. Elle le regarda gaiement, lui souriant des yeux, tira légèrement sur sa jupe et sortit de la chambre. « Qu'est-ce cela? Non, impossible! Quelle bêtise! » se disait Eugène Ivanovitch, les sourcils froncés, en se secouant comme s'il chassait une mouche. Il était mécontent de l'avoir remarqué, et en même temps il ne pouvait détacher ses yeux de son corps, qui se balançait au rythme de sa démarche, souple et puissante, de ses mains, de ses bras nus, des beaux plis de sa chemise, de sa jupe rouge relevée haut sur les mollets blancs. « Mais qu'est-ce que je regarde là ?» se dit-il, en baissant les yeux pour ne pas la voir. « Oui, il faut que j'entre dans la chambre pour changer de bottes. » Il fit demi-tour et entra, mais il n'avait pas fait 5 pas que, sans savoir pourquoi, et comme obéissant à un ordre secret, il se retourna pour la revoir. Elle atteignait le coin et au même moment se retourna aussi. « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ?» s'écria-t-il intérieurement. Elle pourrait s'imaginer, oui, elle s'est déjà imaginée. Il entra dans sa chambre, dont le plancher était tout mouillé. La seconde femme, vieille et maigre, lavait encore. Eugène Ivanovitch, marchant sur la pointe des pieds pour ne pas salir, prit les bottes qui se trouvaient près du mur et voulut quitter la chambre. Mais la vieille sortit à son tour. « L'autre, Stepanida, va revenir, et elle sera seule alors, » lui souffla aussitôt une voix. « Mon Dieu, à quoi est-ce que je pense? Qu'est-ce que je fais ?» Il saisit ses bottes et courut dans l'antichambre où il se chaussa. Après quoi il se nettoya et sortit sur la terrasse. Les deux mères s'y trouvaient déjà et prenaient le café. Lise l'attendait évidemment. Elle apparut sur la terrasse par une autre porte en même temps que lui. Mon Dieu, si elle savait, elle qui me considère comme un être si honnête, si pur, se dit-il en lui-même. Lise l'accueillit comme toujours, le visage rayonnant, mais elle lui parut particulièrement pâle, jaune et longue et faible. Chapitre 9. Autour de la table se déroulait ce genre de conversation qui manque de logique, mais conserve évidemment un certain lien puisque les phrases coulent sans arrêt. Les deux vieilles dames se lançaient des pointes et Lise naviguait habilement entre sa mère et sa belle-mère. « Je suis désolée que l'on ait pu laver ta chambre avant ton retour, dit-elle à son mari. Mais je voulais tellement faire nettoyer la maison. Eh bien, comment as-tu dormi après mon départ? J'ai dormi, je me sens bien. Comment une femme dans sa position peut-elle se sentir bien par une telle chaleur quand ses fenêtres sont au soleil, dit Varvara Alexeyevna, la mère de Lise, et sans jalousie encore, sans marquise. Moi j'ai toujours une marquise. Mais à partir de 10 heures, on y est à l'ombre, observa Marie Pavlovna. Justement, c'est de là que vient sa fièvre, de l'humidité, fit Varvara Alexeyevna, ne remarquant même pas qu'elle disait le contraire de ce qu'elle venait de dire. Mon médecin affirmait toujours que l'on ne peut déterminer la maladie sans connaître le caractère de la malade. Et il savait ce qu'il disait, lui, car c'était le meilleur des médecins, et nous lui payions 100 roubles. Mon mari n'avait pas confiance dans les médecins, mais quand il s'agissait de moi, il ne reculait devant aucun sacrifice. Comment peut-il en être autrement, quand la vie de la femme et de l'enfant dépend peut-être... Oui, quand on en a les moyens, dit Varvara Alexeyevna. Lise est très faible depuis sa maladie. Mais non, maman, je me sens parfaitement bien. Comment, on ne vous a pas donné de crème bouillie?
Je puis m'en passer, je me contenterai de crème crue. J'en ai offert à Varvara Alexeïevna, et elle a refusé, intervint Marie Pavlovna, comme pour se justifier. Non, je n'en veux pas aujourd'hui. Et comme si elle voulait mettre fin à une conversation désagréable et se montrer généreuse, Varvara Alexeïevna se tourna vers Eugène Ivanovitch. « Eh bien, avez-vous répandu les phosphorites » Lise partit en courant pour apporter de la crème bouillie. « Mais je n'en veux pas, je n'en veux pas !»« Pas si vite, Lise, dit Marie Pavlovna, ces mouvements rapides lui sont nuisibles. »« Rien n'est dangereux si l'on a la paix de l'âme, observa finement Varvara Alexeïevna, bien qu'elle sût que cette allusion n'avait aucun sens. Lise revint avec la crème. Eugène Ivanovitch écoutait en buvant son café d'un air sombre. Il était habitué aux conversations de ce genre, mais ce jour-là, il en ressentait l'ineptie d'une façon particulièrement aiguë. Il aurait voulu réfléchir à ce qui venait de lui arriver, or ce bavardage l'en empêchait. Son café achevé, Varvara Alexeïevna quitta la terrasse de fort mauvaise humeur. La conversation prit aussitôt un tour plus simple, plus agréable. Cependant, Lise, que l'amour rendait perspicace, remarqua immédiatement que son mari était soucieux, et elle lui demanda s'il n'avait pas eu quelque désagrément. Eugène Ivanovitch ne s'était pas préparé à cette question. Il hésita et dit qu'il n'avait rien. Une telle réponse ne fit qu'inquiéter davantage la jeune femme. Quelque chose tourmentait son mari, et même très fort. Cela, elle le voyait aussi clairement qu'elle voyait cette mouche tomber dans le lait. Mais il ne disait rien. Qu'est-ce que cela pouvait être ? Chapitre 10. Après le déjeuner, tout le monde se dispersa. Selon son habitude, Eugène Ivanovitch alla dans son cabinet de travail. Au lieu de lire ou écrire des lettres, il s'assit et se mit à réfléchir en fumant une cigarette après l'autre. La brusque apparition en lui de ce mauvais sentiment l'avait bouleversé. Il croyait en effet s'en être débarrassé depuis son mariage. Jamais depuis il n'avait éprouvé ce sentiment, ni pour elle, cette femme qu'il avait connue, ni pour aucune autre femme, la sienne exceptée. Il s'était maintes fois réjoui en lui-même de cette délivrance. Et voilà qu'un hasard si insignifiant, semblait-il, lui révélait soudain qu'il n'était pas libre. Il se refusait à admettre un instant qu'il fût asservi à ce sentiment, qu'il pût désirer cette femme. Ce qui le tourmentait, c'était que ce sentiment vivait en lui et qu'il lui fallait le surveiller. Qu'il réussirait à le vaincre, de cela il n'avait pas le moindre doute. Il avait à répondre à une lettre et à rédiger une note. Il s'assit à sa table et se mit à écrire. Son travail achevé, ayant complètement oublié ses inquiétudes, il se rendit aux écuries. Et de nouveau, était-ce un malheureux hasard ou un fait exprès, à peine fut-il sur le perron que la jupe rouge et le fichu rouge surgirent de derrière l'angle de la maison, et Stepanida passa devant lui en se balançant, puis se mit à courir et rattrapa sa compagne. Et de nouveau il revoit le soleil éblouissant, les orties, et dans l'ombre des étables derrière la cabane de Danilo, le visage souriant, la bouche qui mordit les feuilles. Non, impossible de continuer ainsi, se dit-il, et à peine les deux femmes eurent-elles disparu qu'il se dirigea vers le bureau du gérant. Il était midi et il espérait encore trouver l'intendant. En effet, celui-ci venait de terminer sa sieste. Il bâillait, s'étirait en écoutant le berger qui se tenait devant lui. « Vassili Nikolaïevitch, à vos ordres. J'ai à vous parler. De quoi s'agit-il ? Finissez-en d'abord avec lui. »« Alors tu ne peux pas l'apporter » demanda Vassili Nikolaïevitch au berger. « Il est trop lourd, Vassili Nikolaïevitch. »« Qu'est-ce que c'est » s'informa Erteniev. « C'est une des vaches qui a vélé dans le champ. Eh bien, je vais faire atteler le cheval. Dis à Nicolas. » Le berger sortit. « Voyez-vous, commença Eugène Ivanovitch, et il se sentit rougir. « Voyez-vous, Vassili Nikolaïevitch, du temps où j'étais célibataire, j'ai eu ici une histoire. Vous devez être au courant. » L'intendant sourit des yeux et dit comme s'il voulait venir au secours de son maître. « C'est au sujet de Stepanida ?»« Oui, je vous en prie, ne la faites pas travailler chez nous à la journée. Vous comprenez que cela m'est désagréable. C'est sans doute Vania, le commis, qui l'a engagé. Alors je vous en prie, eh bien, va-t-on répandre le reste des phosphorites » ajouta Eugène Ivanovitch pour cacher sa gêne. « Oui, j'y vais. » Eugène Ivanovitch se sentit tranquillisé. Pendant tout un an, il n'avait pas rencontré une seule fois Stepanida. Il espérait bien maintenant qu'il en serait de même à l'avenir. De plus, l'intendant le dira au commis, et le commis le dira à elle, et elle comprendra que je ne veux pas la voir, songea Eugène Ivanovitch. Il était heureux d'avoir eu le courage d'en parler à l'intendant, si pénible que cela lui eût été. Oui, tout vaut mieux que cette inquiétude, que cette honte. Il tressaillait rien qu'au souvenir du crime commis en pensée. Chapitre 11.
Pour surmonter sa honte et parler à l'intendant, Irtenieff avait dû accomplir un certain effort moral. Cet effort l'apaisa. Il lui semblait maintenant que tout était arrangé. Élise remarqua aussitôt qu'il avait recouvré sa tranquillité et paraissait même plus joyeux que d'ordinaire. Sans doute a-t-il été peiné par la conversation de nos deux mères, songeait-elle. Pour lui surtout, si noble, si délicat, c'était vraiment pénible d'entendre continuellement ces allusions méchantes et vulgaires. Le lendemain, c'était la fête de la Trinité. Il faisait très beau. En se rendant à la forêt pour y tresser des couronnes selon la coutume, les femmes du village s'arrêtèrent devant la maison seigneuriale et se mirent à danser et à chanter. Marie Pavlovna et Varvara Alexeyevna, en grande toilette et l'ombrelle à la main, descendirent du perron et s'approchèrent des rondes. Les deux dames étaient accompagnées par un oncle d'Eugène Ivanovitch, un petit vieux ivrogne et débauché, qui passait cet été à Semionovskoye. Les jeunes femmes et les filles formaient un cercle rutilant, bigarré. Autour de ce centre, pareil à des planètes et à des comètes égarées, circulaient en se tenant par la main et en faisant bruire leurs robes de coton toutes neuves, des groupes de fillettes, des enfants qui couraient de tous côtés en se poursuivant, des jeunes gars en chemise rouge et cafetan noir ou bleu, coiffés d'une casquette de drap et qui ne cessaient de croquer des graines de tournesol dont ils crachaient au loin l'écosse. Lise se joignit aux deux vieilles dames. Elle portait une robe bleu pâle dont les larges manches découvraient ses longs bras blancs aux coudes pointus. Eugène Ivanovitch n'avait guère envie de sortir, mais il eût été ridicule de se cacher. Il parut sur le perron, une cigarette à la bouche. Il salua les paysans et engagea la conversation avec l'un d'eux. Cependant les femmes chantaient à tue-tête et dansaient en claquant des mains. « Madame vous appelle, dit un garçon en s'approchant d'Irtenieff, qui n'avait pas vu les signes que lui faisait sa femme. Lise voulait lui faire admirer la danse et surtout l'une des paysannes qui lui plaisait particulièrement. C'était Stepanida, puissante, énergique, gaie, les joues rouges. Elle portait une robe jaune vif et un fichu de soie sur la tête. Sans doute dansait-elle fort bien, mais Irtenieff ne voyait rien. « Oui, oui, disait-il en enlevant et en remettant son lorgnon. Je ne pourrais donc pas me débarrasser d'elle, songeait-il. Il ne la regardait pas parce qu'il craignait son charme, mais à cause de cela, ce qu'il avait vu en l'enveloppant d'un bref regard lui semblait particulièrement attirant. De plus, il s'était rendu compte au brusque éclat de ses yeux que Stepanida le voyait et voyait qu'il l'admirait. Il resta là un moment, puis Varvara Alexeyevna, ayant appelé Stepanida et s'étant mise à lui parler d'un ton faussement amical, en l'appelant « chère », Eugène Ivanovitch s'écarta et rentra à la maison. Il rentra pour ne pas la voir. Mais il monta au premier, sans savoir ni pourquoi ni comment, il s'approcha de la fenêtre, et tant que les femmes demeurèrent devant le perron, il ne cessa de contempler Stepanida, de s'en imprégner. Puis il descendit avant qu'on pût le surprendre, sortit à pas lents sur le balcon, alluma une cigarette, et alla comme en se promenant vers le jardin, dans la direction qu'avait prise Stepanida. À peine eut-il fait 2 pas dans l'allée qu'il aperçut derrière les arbres la robe jaune et le fichu rouge. Elle marchait avec une autre femme. Où va-t-elle donc? Et soudain le désir le brûla et telle une main étreignit son cœur. Comme s'il obéissait à une volonté étrangère, Eugène Ivanovitch jeta autour de lui un regard furtif et suivit Stepanida. « Eugène Ivanovitch, fit tout à coup une voix derrière lui. Irtenieff se retourna, aperçut le vieux Samokine qui creusait un puits dans le jardin et revint brusquement à soi. Il s'approcha de Samokine. Tout en causant avec le paysan, il se tourna légèrement et vit que les 2 femmes se dirigeaient ou faisaient mine de se diriger vers le puits. Elles repassèrent au bout d'un moment pour rejoindre les rondes. Chapitre 12. Après avoir échangé quelques paroles avec Samokine, Irtenieff rentra chez lui complètement écrasé. Tout d'abord, Stepanida l'avait compris. Elle pensait qu'il voulait la revoir, elle aussi voulait le revoir. Ensuite, l'autre femme, Setana Prokhorova, était évidemment au courant de la chose. Mais l'essentiel, c'était sa défaite. Il sentait qu'il n'avait plus de volonté, qu'une force étrangère était en lui et le poussait, qu'il n'avait dû son salut aujourd'hui qu'à un heureux hasard, que demain ou après-demain il périrait certainement. Oui, il périrait. Trahir Lise, qu'il aimait, pour une femme du village, à la vue de tous. Qu'était-ce donc sinon une catastrophe après laquelle il lui serait impossible de vivre. Mais non, il faut agir, prendre des mesures. Mon Dieu, que dois-je faire? Suis-je donc condamné? N'y aurait-il rien à faire? Ne pas penser à elle, ne pas penser. Mais aussitôt il se mettait à penser à elle, et il la voyait dans l'ombre des érables. Il se souvint d'avoir lu l'histoire d'un vieillard qui, se trouvant obligé de poser sa main sur une femme pour la soigner,
avait appliqué l'autre main sur des charbons ardents, et il s'était brûlé les doigts pour vaincre la tentation. Oui, je suis prêt à me brûler les doigts. Mieux vaut cela que périr. Il alluma une cigarette et approcha ses doigts de la flamme. Eh bien, pense donc à elle maintenant, se dit-il ironiquement. Il ressentit une douleur, retira son doigt noirci, jeta l'allumette et se mit à rire amèrement. Quelle stupidité! Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut agir. Il faut faire en sorte de ne plus la voir, partir ou la faire partir. Oui, offrir de l'argent à son mari pour qu'elle aille vivre ailleurs. On le saura, on en parlera. Qu'importe. Tout vaut mieux que ce danger. Oui, voilà la solution, se disait-il en continuant de regarder par la fenêtre. Mais où va-t-elle donc se demanda-t-il soudain. Il lui sembla qu'elle l'avait aperçue à la fenêtre. Il la vit se diriger vers le jardin en tenant par la main une autre femme. Sans savoir lui-même dans quel but, il retourna au bureau. Vassili Nikolaïevitch, le gérant, redingote et pommadé, prenait le thé avec sa femme et une amie de celle-ci. « Je voudrais vous dire un mot, Vassili Nikolaïevitch. »« Je vous en prie, nous avons fini. »« Venez plutôt avec moi. »« Tout de suite, je prends ma casquette. »« Tiens chaud le samovar, Tania, dit-il gaiement, s'adressant à sa femme. Le gérant semblait un peu gris. Que faire, se dit Erteniev. Cela vaut peut-être mieux, il sera plus sensible à mes ennuis. Je voudrais vous parler encore de cette femme, commença Erteniev. J'ai déjà donné l'ordre qu'on ne l'envoie plus travailler chez vous. Il ne s'agit pas de ça. Je voulais vous demander conseil. Ne pourrait-on les faire partir d'ici, toute la famille? Les faire partir? Comment cela? Demanda l'intendant d'un ton à la fois mécontent et railleur, sembla-t-il à Erteniev. Je pensais qu'on pourrait leur donner de l'argent, ou même une terre à Koltonovski, à condition seulement qu'ils s'en aillent. Ils ont ici tous leurs proches. Comment voulez-vous qu'ils partent, et pourquoi? En quoi vous gêne-t-elle, cette femme? Comprenez donc, Vassili Nikolaïevitch, que ce serait terrible pour ma femme si elle apprenait la chose. Mais qui donc le lui dira? Je ne puis vivre avec cette crainte, et en général, ça m'est pénible. Mais qu'avez-vous donc à vous tracasser? C'est une vieille histoire, personne n'est sans péché. Je vous assure qu'il vaut mieux les faire partir. Ne pourriez-vous en parler au mari? C'est inutile. Vous vous forgez des idées, Eugène Ivanovitch. Tout cela est passé et oublié. Que n'arrive-t-il pas dans la vie? Personne ne peut vous reprocher quoi que ce soit maintenant. Tout le monde le sait. Parlez-en tout de même à son mari. Bien, je lui en parlerai. Eugène Ivanovitch savait d'avance que cette conversation ne mènerait à rien. Cependant, elle le calma quelque peu. Et surtout, il se rendit compte que l'émotion lui avait fait exagérer le danger. Est-ce qu'il avait réellement voulu la revoir? Mais non, impossible. Il allait tout simplement se promener dans le jardin et elle s'était trouvée sur son chemin par hasard. Chapitre 13. Ce même jour, après le dîner, en se promenant dans un pré avec son mari, qui voulait lui faire admirer le trèfle, Lise enjamba un petit fossé, fit un faux pas et tomba. Elle tomba de côté sans se faire mal, sembla-t-il. Cependant, elle poussa un léger cri et son visage exprima non seulement la peur, mais aussi la douleur. Eugène Ivanovitch voulut la relever, mais elle l'écarta de la main. « Non, attends un peu, Eugène, dit-elle en esquissant un sourire et en regardant son mari d'un air un peu coupable. C'est tout simplement mon pied qui a tourné. »« Voilà, je l'ai toujours dit, intervint Varvara Alexeyevna. Comment peut-on sauter par-dessus les fossés dans ton état? »« Ce n'est rien, maman, je vais me relever. » Elle se redressa avec l'aide de son mari, mais soudain elle pâlit et une expression de terreur passa sur son visage. « Je ne me sens pas bien, fit-elle, se tournant vers sa mère. Elle ajouta quelques mots à voix basse. « Mon Dieu, qu'avez-vous fait? Je disais bien qu'il ne fallait pas venir ici, criait Varvara Alexeyevna. Elle ne doit pas marcher, il faut la porter. »« Je vais te porter, Lise. Tu n'auras pas peur? Dit Eugène Ivanovitch en passant le bras gauche autour de la taille de sa femme. Serre mon cou comme ça. » Se courbant, il passa son bras droit sous les genoux de la jeune femme et la souleva. Jamais il ne put oublier ensuite l'expression de douleur et à la fois de béatitude que prit son visage. « C'est lourd, mon chéri, dit-elle en souriant. Et maman qui court, préviens-la. » Elle inclina la tête et embrassa son mari. Elle aurait voulu que sa mère vît comment il la portait. Eugène Ivanovitch cria à sa belle-mère qu'elle s'arrêta de courir, qu'il porterait Lise jusqu'à la maison. Varvara Alexeyevna s'arrêta mais se mit à crier de plus belle. « Tu vas la laisser tomber, tu veux la faire mourir, tu n'as aucune pitié? »« Je la porterai parfaitement. Je ne veux pas, je ne puis pas voir comment tu tues ma fille. » Elle repartit en courant et disparut dans l'allée.
Ce n'est rien, ça passera, répétait Lise avec un sourire. Pourvu qu'il n'y ait pas de suite. Non, ce n'est pas cela que je veux dire, c'est au sujet de maman. Tu es fatigué, repose-toi. Bien qu'il fût fatigué, en effet, Eugène Ivanovitch porta son fardeau avec un joyeux orgueil jusqu'à la maison, refusant l'aide de la femme de chambre et du cuisinier qu'avait dépêché à leur rencontre Varvara Alexeïevna. Il porta Lise jusque dans la chambre à coucher et la déposa sur son lit. « Va maintenant, dit-elle. En attirant la main de son mari, elle la baisa. « Nous nous arrangerons avec Anna. » Marie Pavlovna courut elle aussi. On déshabilla Lise et on la mit au lit. Irtenieff attendait dans le salon, un livre à la main. Varvara Alexeïevna passa devant lui d'un air si sombre, son aspect exprimait un tel reproche qu'il eut peur. « Eh bien, demanda-t-il. « Eh bien, drôle de question. Il est arrivé ce que vous vouliez probablement qu'il arriva en obligeant votre femme à sauter des fossés. »« Varvara Alexeïevna, s'écria-t-il, c'est insupportable. Si vous avez envie de tourmenter les gens et d'empoisonner leur existence... » Il voulait ajouter « Retournez d'où vous êtes venu », mais il se retint. « Comment avez-vous le courage ? C'est trop tard maintenant. » Et relevant la tête d'un air triomphant, elle quitta la pièce. Lise était en effet mal tombée, son pied avait tourné et l'on pouvait craindre une fausse couche. Tout le monde savait qu'il n'y avait rien à faire, qu'il fallait seulement que la malade restât bien tranquille. Cependant, on décida de faire venir le médecin. « Cher Nicolas Semyonovitch, écrivait Irtenieff, vous avez toujours été si aimable pour nous que vous ne refuserez pas, j'espère, de venir voir ma femme. Elle, etc. » Ayant terminé sa lettre, il alla donner ses ordres à l'écurie. Il fallait envoyer les chevaux pour amener le docteur et en préparer d'autres pour le ramener à la ville. Ayant donné les instructions nécessaires et expédié la voiture, il rentra à la maison vers 10 heures. Lise déclara qu'elle se sentait bien et n'avait mal nulle part. Mais Varvara Alexeïevna, assise devant une lampe dont on avait offusqué la lumière avec un cahier de musique pour ne pas déranger Lise, Varvara Alexeïevna tricotait une couverture rouge d'un air qui signifiait clairement qu'après ce qui s'était passé, il ne pouvait être question de paix. Mais quoi qu'il arrive, moi du moins, j'ai accompli mon devoir. Eugène Ivanovitch s'en rendait compte, mais il faisait semblant de ne rien remarquer et s'efforçait de prendre un air gai et désinvolte. Il racontait à Lise comment il s'était arrangé pour avoir des chevaux disponibles et que la jument faisait un excellent cheval de volée. « Oui, évidemment, le moment est bien choisi pour dresser les chevaux. Sans doute renverseront-ils aussi le docteur dans le fossé, dit Varvara Alexeïevna en rapprochant son ouvrage de la lampe et en l'examinant à travers son lorgnon. Il fallait cependant s'arranger d'une façon ou d'une autre pour ramener le médecin, j'ai fait pour le mieux. Je me souviens fort bien comment vos chevaux se sont emballés en m'amenant ici. » C'était une de ces vieilles inventions, mais cette fois Eugène Ivanovitch eut l'imprudence d'observer que les choses ne s'étaient pas tout à fait passées ainsi. Ce n'est pas en vain que je dis toujours, et combien de fois je l'ai dit au prince, ce qu'il y a de plus pénible, c'est de vivre avec des gens qui ne sont pas véridiques, pas sincères. Je puis tout supporter, mais pas cela. Si quelqu'un souffre de ce qui est arrivé, c'est bien moi, dit Eugène Ivanovitch. Et vous ? Oui, cela se voit. Comment ? Rien, je compte mes points. Irtenieff se tenait debout près du lit. Lise, qui le regardait, prit dans sa main moite celle de son mari et la serra. « Supporte cela pour moi. Elle ne peut tout de même pas nous empêcher de nous aimer, disait son regard. « Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien, murmura-t-il, et il posa ses lèvres sur la longue main moite, puis sur les 2 yeux qui se fermèrent sous son baiser. « Est-il possible que ce soit comme l'autre fois ? Comment te sens-tu ? » « J'ai peur de me tromper, mais j'ai l'impression qu'il est vivant et qu'il vivra, dit-elle en considérant son ventre. « Oh, j'ai peur même d'y songer. » En dépit des instances de Lise, il resta la nuit auprès d'elle, ne dormant que d'un œil, toujours prêt à lui venir en aide. Mais la nuit se passa bien, et si l'on n'avait pas fait venir le médecin, peut-être se fût-elle levée. Le médecin arriva à l'heure du dîner. Naturellement, il dit que les craintes étaient jusqu'à un certain point justifiées, mais que l'on manquait encore d'indications précises, que l'on pouvait supposer, d'une part, mais que d'autre part, l'on avait aussi droit de supposer. Bref, il fallait garder le lit. Et bien que je n'aime guère donner des médicaments à mes malades, buvez ceci et restez étendu. Ensuite le médecin fit à Varvara Alexeïevna une conférence sur l'anatomie féminine que la vieille dame écouta en hochant la tête d'un air significatif. Ayant touché ses honoraires, qu'on lui glissa comme d'habitude dans la main, le médecin partit et la malade resta encore au lit pendant toute une semaine. Chapitre 14. Irtenieff passait la plus grande partie de son temps auprès de Lise. Il lui rendait de menus services, causait avec elle, lisait à haute voix,
et ce qui était le plus pénible, supportait sans sourciller les attaques de Varvara Alexeyevna. Il réussissait à les tourner en plaisanterie. Cependant, cela ne pouvait durer toujours. Sa femme elle-même insistait pour qu'il sortît, disant qu'il tomberait malade à rester continuellement auprès d'elle. D'autre part, la bonne marche de l'exploitation exigeait sa présence. Il dut aller dans les champs, dans le jardin, dans la forêt. Et partout le poursuivait non pas la pensée seulement de Stepanida, mais son image vivante, de sorte qu'il ne l'oubliait qu'à de rares moments. Pourtant ce n'était pas le pis. Il serait parvenu peut-être à surmonter ce sentiment, mais alors qu'autrefois il ne la voyait pas pendant des mois, il la rencontrait maintenant à tout bout de champ. Elle avait deviné sans doute qu'il voulait renouer avec elle, et elle tâchait de se trouver sur son chemin. Ils n'avaient pas encore échangé un seul mot, aussi ne pouvait-il s'agir de rendez-vous entre eux, mais ils s'efforçaient de se rencontrer. C'était dans la forêt qu'ils pouvaient se rencontrer, où les femmes du village allaient ramasser de l'herbe pour leurs vaches. Eugène Ivanovitch le savait, et il passait tous les jours devant cette forêt. Il se disait chaque jour qu'il n'irait pas, mais il y allait tout de même, et quand il entendait le bruit des voix, il s'arrêtait derrière un buisson et le cœur battant, avançait la tête pour voir si c'était bien elle. Pourquoi voulait-il se rendre compte si c'était bien elle? Lui-même ne le savait pas. Il ne l'eût pas rejointe, pensait-il, s'il l'avait vue seule. Il eût pris la fuite, mais il avait besoin de la voir. Un jour il la croisa. Il entrait dans la forêt alors qu'elle en sortait avec deux femmes, un sac plein d'herbe sur le dos. S'il était venu un peu plus tôt, il l'aurait rencontrée dans la forêt. Maintenant, elle ne pouvait évidemment quitter ses compagnes pour venir le trouver. Il se rendait compte de cette impossibilité, et néanmoins, au risque d'attirer l'attention des autres femmes, il attendit sous le noisetier. Bien entendu, elle ne put revenir sur ses pas, mais il attendit longtemps. Et de quel charme l'apparaît son imagination! Cela se produisit non pas une fois, mais 5, 6 fois. Jamais encore elle ne lui avait paru aussi attirante, ou plutôt jamais encore elle ne l'avait possédée à un tel point. Il sentait qu'il perdait tout contrôle sur lui-même, qu'il devenait presque fou. Et cependant il continuait à se juger avec la même rigueur. Il voyait toute l'abomination de ses désirs, de ses actes, car ses promenades dans la forêt étaient déjà des actes. Il savait que s'il la rencontrait quelque part, dans l'obscurité, s'il l'effleurait, il s'abandonnerait à sa passion. Il savait que la seule chose qui le retenait encore, c'était la honte, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'elle, de lui-même probablement. Et il savait qu'il cherchait à se trouver dans des circonstances telles que cette honte passât inaperçue, l'obscurité, ou bien un attouchement qui submergerait la honte sous la passion bestiale. Il savait donc qu'il était un ignoble criminel, et il se méprisait, se haïssait de toutes les forces de son âme. Et il se haïssait encore parce qu'il ne cédait pas. Tous les jours il priait Dieu de le soutenir, de le sauver, et tous les jours il prenait la décision de ne plus faire un pas vers elle, de ne plus la regarder, de l'oublier. Tous les jours il imaginait un nouveau moyen qui devait le débarrasser de cette emprise, et ce moyen il l'employait. Mais tout était vain. L'un de ces moyens consistait dans des occupations incessantes, un autre dans le travail physique et le jeûne. Un autre consistait à se représenter clairement la honte qui retomberait sur lui quand tous, sa femme, sa belle-mère, apprendraient la chose. Il avait recours à tous ces moyens, et il lui semblait qu'il triomphait. Mais quand il était midi, l'heure de leur rendez-vous d'autrefois, l'heure où il l'avait rencontré chargé d'herbe, il se dirigeait vers la forêt. Ainsi s'écoulèrent 5 jours. Il ne l'avait encore vue que de loin. Chapitre 15. Lise se rétablissait peu à peu. Elle se levait, mais le changement qu'elle remarquait en son mari et qu'elle ne comprenait pas la troublait beaucoup. Varvara Alexeyevna était partie pour quelque temps. L'oncle d'Eugène Ivanovitch était toujours là, ainsi que Marie Pavlovna. Ainsi qu'il arrive souvent après un orage en juin, il plut sans arrêt pendant 2 jours. Cette pluie diluvienne arrêta tous les travaux. La boue, l'humidité étaient telles que l'on renonça même à transporter le fumier. Les gens ne bougeaient plus de chez eux. Les bergers eurent beaucoup à faire pour ramener le bétail. Les vaches et les moutons erraient dans les pâturages. Les femmes couraient nu-pieds dans la boue à la poursuite de leurs bêtes. Des ruisseaux coulaient sur les routes. Les feuilles, les herbes étaient imbibées d'eau, et les gouttières déversaient sans arrêt des torrents dans les mares qui se couvraient de bulles. Eugène Ivanovitch était à la maison avec sa femme. Celle-ci semblait particulièrement triste. Elle avait interrogé Irtenieff à plusieurs reprises sur les causes de sa mauvaise humeur, et il se contentait de répondre d'un air agacé qu'il n'avait rien. Elle ne l'interrogeait plus, mais était peinée. Il se tenait dans le salon après le déjeuner. Le vieil oncle racontait pour la 100e fois des histoires inventées de toutes pièces sur ses relations dans le grand monde. Lise tricotait une veste, soupirait,
et se plaignait du temps et d'une douleur dans le dos. L'oncle lui conseilla de s'étendre et demanda du vin. Eugène Ivanovitch s'ennuyait terriblement. Tout était morne et triste autour de lui. Il lisait et fumait, mais il ne comprenait rien de ce qu'il lisait. « Il faut que j'aille voir les Rapp qui sont arrivés hier, dit-il en se levant. Prends un parapluie. J'ai mon manteau de cuir, je ne vais d'ailleurs que jusqu'à la sucrerie. Il mit ses bottes et son manteau de cuir et se dirigea vers la sucrerie. Il n'avait pas fait 20 pas qu'il la rencontra, ses jupes retroussées sur ses mollets blancs. Elle s'avançait en maintenant d'une main le châle qui recouvrait sa tête et ses épaules. « Où vas-tu » demanda-t-il, ne l'ayant pas reconnue au premier moment. Quand il la reconnut, il était déjà trop tard. Elle s'arrêta, sourit et le regarda longuement. « Je cherche notre veau. »« Et vous donc, où allez-vous par ce temps » fit-elle, comme s'il ne s'était rien passé entre eux. « Viens dans la hutte, dit-il soudain, sans se rendre compte de ce qu'il faisait. C'était comme si quelqu'un d'autre avait parlé pour lui. Elle retint son châle avec ses dents, cligna de l'œil et partit en courant vers la hutte, dans le jardin. Il continua son chemin avec l'intention de tourner aussitôt après les lilas et de la rejoindre. « Monsieur, entendit-il derrière lui, madame vous demande de revenir pour un instant. » C'était Micha, le domestique. « Mon Dieu, tu me sauves pour la 2e fois, songea Eugène Ivanovitch, et il fit demi-tour. Sa femme lui rappela qu'il avait promis de porter un médicament à une malade. Il n'avait qu'à le prendre puisqu'il sortait. Il fallut bien 5 minutes pour trouver le médicament, et lorsqu'il ressortit, Eugène Ivanovitch n'osa pas aller directement à la hutte de peur qu'on ne l'aperçût de la maison. Mais dès qu'il fut hors de vue, il tourna et courut vers la hutte. Il voyait déjà en imagination Stepanida au milieu de la hutte, souriant gaiement. Mais elle n'y était pas, et rien ne révélait qu'elle y fût venue. Sans doute n'avait-elle pas entendu ou compris ses paroles, se dit-il. Il les avait prononcées indistinctement, comme s'il avait craint qu'elle ne les entendît. Ou bien tout simplement elle n'avait pas voulu venir. Pourquoi s'était-il mis en tête qu'elle allait se précipiter dans ses bras? Elle a son mari. Tout le monde n'était pas aussi ignoble que lui qui, ayant une femme exquise, courait après celle d'un autre. Ainsi songeait-il, assis dans la hutte où l'eau tombait goutte à goutte par le toit de chaume percé. Si elle avait été là, quelle joie, seuls tous les deux, tandis qu'il pleut dehors. Ah, si je pouvais une fois encore la tenir dans mes bras, et puis advienne que pourra. Soudain il se dit que si elle n'était pas venue, il devait retrouver la trace de ses pas. Et en effet, il distingua sur la terre la trace toute fraîche d'un pied nu. Oui, elle est venue. Maintenant c'est décidé. Où que je la rencontre, j'irai vers elle. J'irai la retrouver la nuit. Il resta longtemps dans la hutte et en sortit brisé à bout de force. Il porta le médicament à la malade, rentra à la maison et attendit l'heure du dîner, allongé sur son divan dans sa chambre. Chapitre 16. Lise vint le retrouver avant le dîner. S'ingéniant à découvrir la cause de sa mauvaise humeur, elle se disait que son mari était peut-être mécontent de ce qu'on voulut la faire partir pour accoucher à Moscou. Elle lui déclara donc qu'elle n'irait pas à Moscou et préférait accoucher à la maison. Eugène Ivanovitch savait qu'elle avait très peur de l'accouchement et aussi que son enfant fût faible et mal formé. Il se sentit attendri de la voir ainsi prête à ce sacrifice par amour pour lui. Tout était beau, joyeux et pur dans la maison. Tout était laid, sale, horrible dans son âme. Et Eugène Ivanovitch savait qu'en dépit du dégoût sincère qu'il éprouvait pour sa faiblesse, en dépit de ses plus fermes résolutions, la journée qui allait venir n'apporterait aucun changement. Non, c'est impossible, se disait-il en marchant de long en large dans sa chambre. Il doit y avoir un moyen tout de même, mon Dieu, que faire? Quelqu'un frappa à la porte de sa chambre selon la coutume des étrangers. Il savait que c'était son oncle. « Entrez, dit-il. » L'oncle venait de sa propre initiative lui parler de Lise. « Sais-tu que moi aussi je remarque en toi un changement, et je comprends que Lise se tourmente à ton sujet. Il te serait évidemment pénible de quitter la belle œuvre que tu as entreprise ici, mais que veux-tu? Je vous conseillerais tout de même de partir. Tu seras plus tranquille et elle aussi. Vous devriez aller en Crimée, à mon avis. Le climat est excellent, vous y trouverez un bon accoucheur et ce sera la saison du raisin. » Mon oncle, dit brusquement Eugène Ivanovitch, pouvez-vous garder un secret horrible et honteux? Peux-tu douter de moi? Vous pouvez m'aider, mon oncle, pas seulement m'aider, me sauver. La pensée qu'il allait révéler son secret à cet homme qu'il n'estimait pas, qu'il allait se montrer à lui sous l'aspect le moins avantageux et s'humilier devant lui, cette pensée fut agréable à Eugène Ivanovitch. Il se sentait coupable, lâche, et il voulait se punir. « Parle donc, mon ami, tu connais mon affection, dit l'oncle, heureux qu'il y eût un secret, que ce secret fût honteux, qu'on allât le lui communiquer, et qu'il pût ainsi se rendre utile. Avant tout, je dois te dire que je suis une canaille, un misérable, un criminel, oui, un criminel.
Allons, que dis-tu là fit en se rengorgeant l'oncle. Oui, puisque moi, le mari de Lise, il faut connaître sa pureté, son amour, je veux la tromper avec une paysanne. Tu veux la tromper? Tu ne l'as pas encore trompée? Non, mais ça revient au même, parce que ça n'a pas dépendu de moi. J'étais prêt à le faire, on m'a dérangé. Sinon maintenant je ne sais pas ce que j'aurais fait. Explique-moi d'abord. Voilà, au temps où j'étais célibataire, j'ai eu la bêtise d'entrer en rapport avec une paysanne de notre village. Nous nous rencontrions dans la forêt, dans les champs. Et jolie? Le visage d'Irtaniev se crispa à cette question. Mais il avait un tel besoin d'une aide étrangère qu'il fit semblant de ne pas entendre et continua. Je pensais que ça n'avait pas d'importance, que je briserais et que ce serait fini. Et j'ai brisé avant mon mariage, et pendant 1 an je ne l'ai plus vue, je n'ai plus songé à elle. Eugène s'écoutait parler et décrire son propre état avec un sentiment étrange. Puis soudain, je ne sais comment cela s'est fait, il y a des moments où l'on est prêt à croire à la sorcellerie, je l'ai aperçu. Un ver s'est introduit dans mon cœur et me ronge. Je m'injurie, je comprends toute l'horreur de mon acte, de cet acte que je puis accomplir à toute minute. Et cependant je cherche les occasions. Et si rien n'est arrivé, c'est que Dieu m'a gardé. Hier j'allais auprès de cette femme quand Lise m'a fait appeler. Comment, sous cette pluie? Oui, je suis à bout de force, mon oncle. J'ai résolu de m'ouvrir à vous et de vous demander votre aide. Évidemment, dans sa propriété, avec une femme du village, ce n'est pas bien. On le saura. Lise est si faible. Il faut avoir pitié d'elle. Mais pourquoi avec une femme du village? Irtaniev s'efforça de nouveau de ne pas entendre et passa au plus vite à l'essentiel. Sauvez-moi de moi-même, voilà ce que je vous demande. Hier, c'est par hasard que l'on m'a dérangé, mais demain, un autre jour, on ne me dérangera pas. Et elle sait maintenant, ne me laissez pas sortir seul. Oui, je comprends, dit l'oncle. Mais est-il possible que tu sois tellement amoureux? Ce n'est pas ça du tout. Une force s'est emparée de moi et elle me tient. Je ne sais que faire. Peut-être plus tard je serai plus fort. Tu vois que j'ai raison, dit l'oncle. Allez, en Crimée. Oui, il faut partir. Et tant que je serai ici, je me confierai à vous. Chapitre 17. Lorsqu'il eut confié son secret à son oncle et les remords et la honte qui le tourmentaient depuis cette journée pluvieuse, Eugène Ivanovitch se sentit comme dégrisé. Le départ pour Yalta fut fixé la semaine suivante. Irtaniev dut se rendre en ville pour obtenir l'argent indispensable au voyage. Il lui fallut aussi prendre les mesures nécessaires en vue de sa longue absence. Il était de nouveau gai, il se rapprochait de sa femme et renaissait moralement. Eugène Ivanovitch partit avec Lise sans avoir revu Stepanida. Ils passèrent en Crimée 2 mois des plus agréables, et l'abondance des nouvelles impressions parut effacer le passé de la mémoire d'Eugène Ivanovitch. En Crimée, les Irtaniev retrouvèrent d'anciens amis, avec lesquels ils devinrent très intimes. Ils y firent aussi de nouvelles connaissances. La vie en Crimée fut pour Eugène Ivanovitch une fête continuelle. Elle eut également pour lui des conséquences avantageuses, car il y rencontra l'ancien maréchal de la noblesse de sa province, un homme intelligent et libéral qui sympathisa avec Irtaniev et agit fortement sur son esprit. À la fin d'août, Lise accoucha sans peine d'une belle petite fille. En septembre, les Irtaniev prirent le chemin du retour. Ils étaient 4 maintenant, car il avait fallu prendre une nourrice, Lise ne pouvant donner le sein à l'enfant. Débarrassé complètement de ses anciens cauchemars, Eugène Ivanovitch était heureux, il se sentait un nouvel homme. Ayant passé par toutes les émotions qu'éprouvent les maris pendant l'accouchement de leur femme, il n'en aimait Lise que davantage encore. Et lorsqu'il prenait l'enfant dans ses bras, il ressentait quelque chose de tout nouveau, d'amusant, de très agréable, comme une sorte de chatouillement. D'autre part, grâce à Doumtchin, l'ancien maréchal de la noblesse de la province, ses intérêts ne se concentraient plus seulement sur l'exploitation de ses terres. Un nouveau champ d'activité s'ouvrait devant lui, qui pouvait satisfaire à la fois son ambition et son sentiment du devoir. En octobre devait avoir lieu la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale, à laquelle il avait posé sa candidature. De retour à Semionovskoye, il se rendit une fois à la ville, puis alla voir Doumtchin. Il ne songeait plus à ses tentations et à ses luttes douloureuses, et ce n'était qu'avec grand-peine qu'il parvenait à les imaginer. Tout cela lui apparaissait maintenant comme un accès de folie. Il se sentait à tel point libre de ce passé qu'il ne craignait pas de s'informer de Stepanida la première fois qu'il se trouva seul avec le gérant. Comme celui-ci était déjà au courant, Eugène Ivanovitch n'éprouva nulle honte à lui en parler. « Et alors, Petchnikov demeure toujours en ville ?»« Oui. Et sa femme ?»
Une rien du tout. Elle est avec Zenoïev maintenant. Parfait, se dit Eugène Ivanovitch. Comme c'est étrange, ça m'est égal, j'ai bien changé. Chapitre 18. Tout s'arrangeait selon les désirs d'Irtenieff. Il avait réussi à conserver ses terres, la sucrerie marchait bien, la récolte de betteraves était excellente, et l'on pouvait s'attendre à de beaux revenus. Sa femme avait heureusement accouché, sa belle-mère était partie, et lui-même venait d'être élu à l'unanimité à l'Assemblée provinciale. On le félicita et il dut remercier. Au dîner qui suivit, il but 5 coupes de champagne. De nouveaux plans de vie se dressaient devant lui et il y réfléchissait, tandis que la voiture le ramenait à la maison après les élections. C'était l'été de la Saint-Martin. La route était bonne, le soleil brillait. Eugène Ivanovitch se disait que grâce à sa nouvelle situation, il allait pouvoir servir le peuple non seulement en lui fournissant du travail, mais en exerçant sur lui une action directe. Il se demandait ce que penseraient de lui les paysans dans 3 ans. Celui-ci, par exemple, se dit-il. Il traversait en ce moment le village et croisait un homme et une femme qui portaient un cuveau. Ils se rangèrent pour laisser passer la voiture. C'était le vieux Pechnikov et sa belle-fille Stepanida. Irtenieff la regarda, la reconnut et constata avec joie que cette rencontre le laissait tout à fait calme. Elle était toujours aussi jolie, mais cela ne le toucha nullement. Lise l'accueillit sur le perron, la soirée était admirable. « Eh bien, on peut te féliciter » demanda l'oncle. « Oui, je suis élu. »« Splendide, il faut arroser ça. » Le lendemain matin, Eugène Ivanovitch se rendit à la ferme, qu'il avait négligée ces derniers temps. On y essayait une nouvelle batteuse. Tout en vérifiant le travail de la batteuse, Irtenieff circulait entre les femmes. Il s'efforçait de ne pas les regarder, mais ne put tout de même s'empêcher de remarquer par 2 fois les yeux noirs et le fichu rouge de Stepanida qui portait des bracelets de paille. Il lui jeta à 2 reprises un rapide coup d'œil et sentit qu'il se passait de nouveau quelque chose en lui, sans pourtant comprendre ce que c'était. Mais le lendemain, quand il se rendit de nouveau à la ferme et y resta 2 heures sans aucune nécessité, ne cessant de caresser des yeux la jeune femme, il comprit qu'il était perdu, perdu sans retour. De nouveau les mêmes tourments, de nouveau la même horreur et la peur, et pas de salut. Ce qui l'attendait se produisit. Sans s'en rendre compte, il se trouva le lendemain soir derrière l'isba de Stepanida, près de la grange à foin où il s'était une fois rencontré naguère en automne. Faisant mine de se promener, il s'arrêta et alluma une cigarette. Une voisine l'aperçut et il l'entendit dire à quelqu'un « Vas-y, il t'attend, je te le jure, il est là, vas-y, saute !» Il vit une femme, c'était Stepanida, courir vers la grange, mais il ne put la rejoindre ayant rencontré un paysan. Il rentra à la maison. Chapitre 19. Quand il entra dans le salon, tout lui parut faux, irréel. Ce matin encore, il s'était levé plein de courage, bien résolu à oublier cette femme, à ne plus y penser. Mais sans même s'en rendre compte, tout au long de cette matinée, non seulement il ne s'était pas intéressé à ses occupations, mais il s'était ingénié à s'en débarrasser. Ce qui avant lui paraissait important et le rendait heureux lui semblait maintenant futile, et il s'efforçait inconsciemment de l'écarter. Il se disait qu'il devait se rendre libre pour examiner, pour réfléchir, et il s'était libéré et s'était retrouvé seul. Mais dès qu'il avait été seul, il s'était mis à errer dans le jardin, dans la forêt. Tous ces lieux étaient salis par des souvenirs qui s'emparaient de lui. Il se promenait dans le jardin, soi-disant pour réfléchir, mais il avait senti qu'il ne réfléchissait pas du tout, qu'il attendait follement Stepanida, qu'il attendait que par une sorte de miracle, elle comprît à quel point il la désirait. Elle viendra ici, ou à un autre endroit où personne ne les verrait, ou bien encore la nuit, quand la lune sera couchée, et personne, ni elle-même, ne verra rien. Elle viendra dans cette obscurité totale et il touchera son corps. Oui, je croyais que je briserais quand je voudrais, se disait-il. Je croyais que je prenais une femme saine et propre pour ma santé, et il se trouve que je ne pouvais jouer ainsi avec elle. Je croyais que je l'avais prise, mais c'était elle qui m'avait pris. Elle m'a pris et ne me lâche plus. Je croyais que j'étais libre, et je n'étais plus libre. Je me mentais à moi-même quand je me suis marié. Tout était illusion, mensonge. À partir du moment où elle devint ma maîtresse, j'éprouvais un nouveau sentiment, le vrai sentiment d'un mari. Oui, j'aurais dû vivre avec elle. 2 vies sont possibles pour moi. L'une est celle que j'ai commencé à mener avec Lise, l'assemblée provinciale, la propriété, l'enfant, l'estime des gens. Si c'est cette vie-là, il faut que Stepanida disparaisse. Il faut l'expédier quelque part, comme je le disais à l'intendant, ou bien la détruire, qu'elle n'existe plus. Et l'autre vie, c'est enlever Stepanida à son mari, donner de l'argent au mari, ne plus songer à la honte, à l'ignominie et vivre avec elle. Mais alors il faut que Lise ne soit plus ici, l'enfant non plus. Non, l'enfant ne gênerait pas, mais Lise doit partir.
Il faut qu'elle apprenne tout, qu'elle me maudisse et s'en aille. Elle apprendrait que je l'ai trahie pour une paysanne, que je suis un menteur, un misérable. Non, c'est trop épouvantable, c'est impossible. Mais les choses pourraient s'arranger autrement. Lise pourrait tomber malade et mourir. Elle mourrait et alors tout serait parfait. Parfait, misérable que je suis. Non, si quelqu'un doit mourir, c'est l'autre. Ah, si elle mourait, Stepanida, comme ce serait bien. Oui, c'est ainsi que l'on empoisonne, que l'on assassine sa maîtresse, sa femme. Prendre un revolver, la faire venir, et au lieu de l'étreindre, une balle en pleine poitrine, et ce serait fini. Car c'est le diable, oui, le diable. Elle s'est emparée de moi contre ma volonté. Tuer, il n'y a que deux solutions. La tuer ou tuer Lise. Car impossible de continuer à vivre ainsi, impossible. Il faut examiner et prévoir. Si je laisse aller les choses, qu'arrivera-t-il ? Il arrivera que je dirai de nouveau que je ne veux pas, que je romprai. Je le dirai, mais le soir, je tournerai autour de son isba. Elle le verra et elle viendra. Et alors les gens le sauront et le diront à Lise. Ou bien je le lui dirai moi-même, parce que je ne puis lui mentir, je ne puis vivre ainsi. C'est au-dessus de mes forces. On le saura, tout le monde le saura. Et Paracha et le forgeron. Est-il possible de vivre ainsi ? Non, il n'y a que deux solutions. La tuer ou tuer Lise, ou encore... Oui, il y a une troisième solution. Se tuer, proféra-t-il soudain à mi-voix, et un frisson glacé parcourut son dos. Alors il ne serait pas nécessaire de les tuer. La terreur le saisit, car il sentit que c'était là l'unique solution. J'ai un revolver, est-il possible que je me tue ? Je n'avais jamais songé à ça, comme ce sera étrange. Il rentra dans sa chambre et ouvrit aussitôt l'armoire où se trouvait son revolver. À ce moment, Lise entra. Chapitre 20. Il jeta un journal sur le revolver. « De nouveau » dit Lise en le regardant avec effroi. « De nouveau » ? « Oui, la même expression terrible que tu avais autrefois, quand tu me cachais quelque chose. »« Génia, mon chéri, dis-moi. Je vois que tu te tourmentes. Confie-toi à moi, tu te sentiras mieux. Quoi que ce soit, tout vaut mieux que ces tourments. Je sais bien que tu ne peux avoir rien fait de mal. »« Tu sais, pour le moment... Dis-moi, dis-moi, je ne te lâcherai pas. » Il eut un sourire pitoyable. Parler ? Non, c'est impossible. Et que dire en somme ? Peut-être aurait-il parlé cependant, mais à ce moment entra la nourrice qui demanda si elle pouvait promener l'enfant. Lise sortit pour habiller sa fille. « Mais tu me diras, je reviens à l'instant. »« Oui, peut-être. » Elle ne put jamais oublier le sourire douloureux avec lequel il prononça ces mots. En hâte et furtivement, comme un voleur, Irteniev s'empara du revolver, le sortit de sa housse. Il est chargé depuis bien longtemps, et il manque une cartouche. Que va-t-il se passer ? Il appuya le canon contre sa tempe, hésita. Mais à peine se fut-il souvenu de Stepanida, de toute cette suite de luttes, de tentations, de chutes et de nouvelles luttes, qu'il tressaillit d'horreur. Non, mieux vaut encore cela. Il pressa la détente. Quand Lise pénétra en courant dans la chambre, elle venait de descendre du balcon. Irteniev gisait sur le dos, un sang noir et tiède jaillissait de sa blessure. Le corps était encore secoué de légers tressaillements. Il y eut enquête. Personne ne comprenait les raisons de ce suicide. Il ne vint même pas à l'esprit de l'oncle qu'il pût y avoir un lien quelconque entre ces raisons et les confidences que lui avait faites 2 mois auparavant Eugène Ivanovitch. Varvara Alexeyevna assurait qu'elle l'avait toujours prédit. Cela se voyait, disait-elle, à la façon dont ils discutaient. Ni Lise ni Marie Pavlovna ne parvenaient à comprendre ce qui s'était passé, et cependant elles refusaient de croire les médecins qui déclaraient qu'Irteniev était malade d'esprit. Elle ne pouvait l'admettre parce qu'elle savait qu'il était plus sain d'esprit que des centaines de gens qu'elle connaissait. Et en effet, si Eugène Irteniev était fou, alors tous les hommes sont aussi fous, et les plus fous sont indubitablement ceux qui décèlent chez les autres les signes de la folie qu'ils ne voient pas chez eux. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. À bientôt pour d'autres lectures.